Chers téléspectateurs, que feriez-vous si quelqu'un vous demandait de risquer tout ce que vous avez gagné pour l'aider? L'histoire d'aujourd'hui raconte l'histoire d'une jeune policière texane dont le monde a basculé lorsqu'elle a reçu une demande impossible, en prison. Il ne s'agit pas d'une énième histoire de transgression des règles ou de franchissement des limites. Il s'agit d'un choix qui allait mettre à l'épreuve toutes ses convictions et transformer deux vies d'une manière qu'aucune d'elles n'aurait pu imaginer. Avant de plonger dans cette incroyable aventure, sachez que ce que vous allez entendre va remettre en question votre conception de la justice, de la vérité et de la force de la détermination d'une seule personne à faire ce qui est juste. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Croyez-moi, vous aurez envie de rester jusqu'à la fin, car cette histoire réserve des rebondissements inattendus. Commençons par Rebecca Martinez, une policière de 26 ans qui a passé toute sa carrière à suivre à la lettre chaque règle, chaque protocole et chaque procédure. Elle n'était pas de ces policiers qui contournent les règles ou détournent le regard. Rebecca était différente. Ses collègues la respectaient parce qu'elle traitait chacun avec dignité, qu'il s'agisse de ses collègues, de civils ou même de suspects. Elle avait cette force tranquille qui la faisait écouter. Rebecca avait toujours rêvé de travailler dans les forces de l'ordre. Ayant grandi dans une petite ville du Texas, elle a vu son père servir comme shérif adjoint pendant plus de 20 ans. Il lui a appris qu'être policier, c'était bien plus que porter un badge. C'était défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre. C'était faire barrage entre le chaos et l'ordre. Plus important encore, c'était ne jamais compromettre son intégrité, quoi qu'il arrive. Après avoir obtenu son diplôme de l'académie de police avec mention, Rebecca a débuté sa carrière dans un commissariat très fréquenté de Dallas. Elle travaillait sur des contrôles routiers, des conflits conjugaux, des affaires de vol, bref, tout ce qu'un jeune policier doit gérer. Ses supérieurs l'ont immédiatement remarqué. Elle était minutieuse, professionnelle et avait ce don naturel pour désamorcer les situations tendues. D'autres agents ont commencé à demander à travailler avec elle, sachant qu'elle les soutenait. Mais le dévouement de Rebecca à faire les choses correctement la mettait parfois en désaccord avec les autres. Lorsqu'elle était témoin de comportements douteux de la part de ses collègues, elle les signalait. Lorsqu'elle constatait que des formalités administratives étaient négligées, elle s'exprimait. Lorsque ses supérieurs tentaient de la forcer à gérer les dossiers différemment, elle tenait bon. Cela lui valut le respect de certains, mais lui valut aussi des ennemis. Le point de rupture survint lorsque son supérieur direct, le capitaine Williams, commença à lui faire des avances inappropriées. Williams, un homme d'une cinquantaine d'années au sein du service depuis plus de 25 ans, avait des relations, de l'influence et la réputation d'obtenir ce qu'il voulait. Lorsque Rebecca repoussa poliment mais fermement ses avances, Williams le prit mal. Il commença à lui compliquer la vie au travail, l'affectant au pire quart, aux interventions les plus dangereuses et remettant constamment en question ses rapports. Un soir, Williams convoqua Rebecca dans son bureau. La conversation, d'abord professionnelle, prit vite une tournure personnelle. Il lui fit clairement comprendre que son avancement professionnel dépendait d'une plus grande coopération avec lui. Lorsque Rebecca refusa et lui fit clairement savoir qu'elle dénoncerait son comportement, Williams lui sourit froidement et lui dit qu'elle commettait une grave erreur. 2 semaines plus tard, Rebecca reçut un ordre de transfert. Elle était réaffectée dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité, à 3 heures de Dallas. Officiellement, la raison était un manque de personnel, mais Rebecca connaissait la vérité. Williams avait usé de son influence pour la punir de lui avoir tenu tête. Au lieu de s'opposer à cette mutation et de risquer de nuire encore davantage à sa carrière, Rebecca l'accepta avec dignité. Elle fit ses bagages et se prépara à affronter un tout autre genre de force de l'ordre. L'établissement pénitentiaire n'avait rien à voir avec un commissariat. Dès qu'elle franchit ces lourdes portes d'acier, Rebecca sentit le poids des lieux. L'air était lourd de tension, les sons étaient plus durs, et l'atmosphère était imprégnée d'un courant de danger sous-jacent qui ne disparaissait jamais. Il ne s'agissait plus de protéger et de servir la communauté.
Il s'agissait de maintenir l'ordre dans un lieu où l'espoir était souvent anéanti. Rebecca supervisait les détenus dans leurs activités quotidiennes, les escortait dans les différentes zones de l'établissement et s'assurait du respect des protocoles de sécurité. Elle comprit rapidement qu'être agent pénitentiaire exigeait des compétences différentes de celles d'un policier de rue. Il fallait interpréter les gens différemment, comprendre les règles tacites et maintenir l'autorité sans envenimer inutilement la situation. La plupart des détenus appartenaient à des catégories prévisibles. Il y avait les colériques qui défiaient l'autorité à tout bout de champ. Les brisés qui avaient renoncé à la vie, les manipulateurs qui essayaient de contourner le système, les discrets qui voulaient juste purger leur peine et s'en sortir. Rebecca les traitait tous avec le même respect professionnel qu'elle avait toujours manifesté à tous tout au long de sa carrière. Mais après son premier mois au centre, un détenu attira son attention d'une manière inattendue. Il s'appelait David Chen, et il était différent des autres. David purgeait une peine de 15 ans pour fraude et détournement de fonds. Contrairement à la plupart des détenus, il se comportait avec une dignité tranquille. Il était poli avec le personnel, serviable envers les autres détenus et ne causait jamais d'ennui. Quelque chose en lui ne correspondait pas au profil typique d'une personne digne d'un établissement de haute sécurité. David avait la trentaine, était instruit et avait travaillé comme responsable du contrôle qualité dans une entreprise agroalimentaire avant sa condamnation. Il passait le plus clair de son temps à la bibliothèque de la prison, lisant tout ce qui lui tombait sous la main. Les autres détenus le respectaient parce qu'il les aidait à écrire des lettres à leur famille et à remplir les formalités administratives. Les gardiens l'appréciaient généralement parce qu'il ne leur causait jamais de problème. Rebecca remarqua David pour la première fois lors de la surveillance des repas. Tandis que les autres détenus parlaient fort, se disputaient ou mangeaient en silence, David restait assis tranquillement à lire un livre ou à écrire dans un carnet. Il était toujours respectueux lorsqu'elle donnait des instructions, n'essayait jamais d'engager une conversation inappropriée et maintenait des limites. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une tristesse qui semblait plus profonde que le simple fait d'être incarcéré. Au fil des semaines, Rebecca commença à remarquer des détails chez David. Il lui arrivait de regarder par la fenêtre pendant les heures de cours, l'air profondément désolé. Lorsqu'il pensait que personne ne le regardait, son air calme s'effaçait, et elle pouvait voir la douleur qu'il portait. Lors de ses tournées, il ne recevait jamais de lettres, n'avait jamais de visiteurs et semblait complètement isolé du monde extérieur. Un soir, lors de sa tournée, Rebecca trouva David assis seul dans l'espace commun, les yeux fixés sur une photo. Lorsqu'il la vit approcher, il la rangea rapidement, mais pas avant qu'elle n'ait aperçu ce qui ressemblait à une photo de famille. C'est alors qu'elle comprit que sous son air calme, David portait un fardeau bien plus lourd que sa condamnation pénale. Le lendemain, lors d'une inspection de routine de sa cellule, Rebecca fit une découverte qui allait tout changer. Cachée dans les affaires personnelles de David, elle trouva un dossier soigneusement rangé contenant des documents, des lettres et ce qui semblait être des preuves liées à son affaire. Lorsqu'elle le confronta à ce sujet, la réponse de David la prit complètement au dépourvu. Il ne nia pas avoir ces documents. Au contraire, il la regarda droit dans les yeux et lui dit quelque chose qui allait la hanter pendant des semaines. Il lui dit qu'il était innocent, qu'il avait été victime d'un coup monté par son ancien employeur et qu'il avait un dernier souhait avant de perdre tout espoir. Il avait besoin de quelqu'un de l'extérieur pour l'aider à prouver son innocence. Mais surtout, il avait besoin de quelqu'un pour tenir une promesse faite à sa fille mourante. Rebecca se tenait là, ce dossier à la main. Sachant que ce qui allait suivre allait définir non seulement l'avenir de David, mais aussi le sien. Les mots de David frappèrent Rebecca comme un coup de poing. Elle resta figée dans sa cellule, le dossier tremblant légèrement entre ses mains. Tout dans cet instant lui semblait anormal, dangereux, comme se tenir au bord d'une falaise, sachant qu'un faux pas pouvait détruire tout ce qu'elle avait travaillé. Mais quelque chose dans la voix de David, le désespoir discret mêlé de dignité, la poussa à rester et à l'écouter. Il lui parla de sa fille, Emma, qui n'avait que 8 ans lors de son arrestation. Emma luttait contre une leucémie, passant plus de temps dans des lits d'hôpital que sur des terrains de jeu. Pendant son procès,
Tandis que les avocats se disputaient sur les dossiers financiers et les politiques de l'entreprise, l'état d'Emma s'était aggravé. David lui avait fait une promesse lors d'une de leurs dernières visites avant la condamnation. Il lui avait promis de prouver son innocence et de revenir chez lui pour l'emmener voir l'océan. Quelque chose dont elle avait rêvé, mais qu'elle n'avait jamais vécu. Emma était morte 6 mois après le début de sa peine. David n'avait jamais pu tenir sa promesse. Jamais pu lui dire au revoir comme il se doit. Jamais pu lui montrer les vagues qu'elle n'avait vues que dans les livres d'images. La culpabilité le rongeait. Mais il y avait autre chose. La mère d'Emma, l'ex-femme de David, avait reçu des menaces téléphoniques après le procès. Quelqu'un voulait s'assurer que certaines informations restent secrètes, et David croyait que son ancien employeur était derrière tout ça. Rebecca se surprit à poser des questions qu'elle n'avait jamais eu l'intention de poser. Pourquoi son avocat n'avait-il pas suivi ses pistes? Pourquoi les preuves n'avaient-elles pas été présentées correctement? Les réponses de David dressaient le portrait d'un système judiciaire qu'il avait laissé tomber, d'avocats d'affaires qui avaient déjoué un défenseur public surmené, de témoins qui avaient soudainement changé de version ou avaient complètement disparu. Cette nuit-là, Rebecca n'arrivait pas à dormir. Elle ne cessait de penser à l'histoire de David, au dossier de documents, à une petite fille morte pendant que son père était en prison pour des crimes qu'il prétendait ne pas avoir commis. Elle se disait que ce n'était pas son problème, que s'impliquer serait un suicide professionnel. Mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage de David lorsqu'il parlait d'Emma. Le lendemain matin, Rebecca prit une décision qui allait à l'encontre de tous les réflexes qu'elle avait développés en tant qu'agente des forces de l'ordre. Pendant sa pause déjeuner, elle se rendit à la bibliothèque municipale la plus proche et commença à faire des recherches sur le cas de David. Ce qu'elle découvrit dans de vieux articles de journaux et des dossiers judiciaires lui donna la nausée. L'affaire avait été traitée à la hâte. Des témoins clés s'étaient rétractés après le procès. L'entreprise pour laquelle David avait travaillé avait fait l'objet de multiples enquêtes pour manquement aux règles de sécurité. Mais ces enquêtes avaient toujours été abandonnées. Rebecca passa ses jours de congé à creuser plus profondément. Elle contacta des journalistes ayant couvert la criminalité d'entreprise, s'entretint avec d'anciens employés de l'entreprise de David et commença peu à peu à reconstituer un système de corruption bien plus complexe que ce dont David était accusé. Plus elle en apprenait, plus elle était convaincue que David disait la vérité. Mais enquêter était une chose. Agir sur la base de ce qu'elle avait appris en était une autre. Rebecca savait qu'aider un détenu de cette manière pouvait lui coûter non seulement son emploi, mais potentiellement sa liberté. Si elle se trompait au sujet de David, si tout cela n'était qu'une manipulation élaborée, elle perdrait tout. Mais si elle avait raison, un innocent croulait en prison tandis que les vrais criminels étaient en liberté. La percée est survenue 3 mois après le début de son enquête. Un ancien cadre d'entreprise, mourant d'un cancer et voulant se donner bonne conscience, a contacté un journaliste avec des preuves de la dissimulation, des documents financiers, des courriels et des enregistrements prouvant que David avait été piégé. Le cadre avait subi des pressions pour falsifier des documents qui faisaient apparaître David coupable. Bien que le véritable détournement de fonds ait été orchestré par la haute direction, Rebecca savait que l'heure de vérité était arrivée. Elle pouvait transmettre ces informations aux autorités par les voies légales, mais cela prendrait des mois, voire des années, pour que le système soit clarifié. Ou elle pouvait adopter une approche plus directe, qui l'obligerait à sortir de son rôle d'agent pénitentiaire et à devenir ce qu'elle n'avait jamais été auparavant, une avocate de la justice agissant dans l'ombre. Elle a choisi la voie la plus difficile. En collaboration avec le journaliste et le cadre agonisant, Rebecca a contribué à coordonner la diffusion simultanée des preuves à plusieurs médias. Elle a utilisé son poste à la prison pour documenter le comportement exemplaire de David, recueillir les témoignages d'autres détenus sur sa personnalité et constituer un dossier d'innocence incontournable. L'affaire a éclaté un mardi matin. Le soir même, l'affaire de David faisait la une des journaux du Texas. Les dirigeants de l'entreprise qui l'avaient piégé ont été arrêtés. Les fonctionnaires corrompus qui avaient étouffé l'affaire faisaient l'objet d'une enquête. Et David Chen,
qui avait passé 3 ans en prison pour des crimes qu'il n'avait pas commis, retrouvait enfin espoir. Mais l'implication de Rebecca n'était pas passée inaperçue. Les autorités pénitentiaires ont lancé une enquête interne sur la fuite d'informations sensibles concernant l'affaire de David. Ils soupçonnaient quelqu'un de l'intérieur de l'avoir aidé, et Rebecca savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne la retrouve. La veille de l'annulation officielle de sa condamnation, David demanda à parler à Rebecca en privé. Ils se rencontrèrent dans la chapelle de la prison, un lieu calme où les détenus se rendaient souvent pour trouver la paix. David la remercia pour tout ce qu'elle avait fait, mais il fit ensuite une autre demande, une qui allait mettre à l'épreuve encore plus l'engagement de Rebecca. Il lui demanda de l'aider à tenir la promesse qu'il avait faite à Emma. Non pas la promesse initiale de prouver son innocence, mais une nouvelle. Il souhaitait créer une fondation au nom d'Emma pour aider d'autres enfants atteints de cancer, en particulier ceux dont les parents avaient des problèmes avec la justice. Il avait besoin de quelqu'un en qui il avait confiance pour l'aider à s'orienter dans le monde extérieur, pour être son partenaire et bâtir quelque chose de significatif sur les cendres de sa vie détruite. Rebecca regarda cet homme qui avait tout perdu, sa fille, sa liberté, sa réputation, et qui pourtant voulait mettre son expérience au service des autres. Elle comprit que l'accomplissement du dernier souhait de David ne se résumait pas à laver son nom ou à obtenir justice. Il s'agissait de se transformer, d'accepter la douleur et d'en faire un but, d'honorer la mémoire d'une petite fille qui n'avait jamais vu l'océan. Alors que David sortait de prison, libre, la semaine suivante, Rebecca savait que son propre voyage ne faisait que commencer. 3 jours après la libération de David, Rebecca se tenait à la fenêtre de son appartement, regardant le lever du soleil peindre le ciel texan de nuances d'or et de rose. Son téléphone vibrait sans cesse, saturé d'appels de l'administration pénitentiaire, d'enquêteurs des affaires internes et de journalistes qui avaient réussi à obtenir son numéro. Elle les laissa tous tomber sur sa messagerie. Des choses plus importantes se préparaient maintenant, des choses plus importantes que la protection de sa carrière. David l'avait appelé la veille. Sa voix était différente hors des murs de la prison, plus légère, mais toujours chargée du poids de tout ce qu'il avait traversé. Il avait trouvé un petit appartement à Houston et s'habituait peu à peu à la liberté. Mais il n'appelait pas pour parler de lui. Il voulait avancer sur les fondations dont ils avaient discuté. Et il avait besoin de son aide pour y parvenir. Rebecca avait passé des années à obéir aux ordres, à travailler au sein des systèmes, confiante que les institutions agiraient correctement. Mais l'observation du cas de David lui avait appris que parfois le système échoue, et que, dans ce cas, des individus doivent prendre les choses en main pour combler les lacunes. Ce matin-là, elle prit une décision qui allait tout changer pour son avenir. Elle remit sa démission de l'établissement pénitentiaire. Son supérieur, le directeur Martinez, la convoqua dans son bureau l'après-midi même. C'était un homme bien qui avait toujours traité Rebecca avec équité, et elle lut la déception dans ses yeux lorsqu'il lut sa lettre de démission. Martinez posa la lettre et la regarda droit dans les yeux. Il lui dit qu'il savait qu'elle avait été impliquée dans l'affaire Chen, que l'enquête avait révélé des preuves de ses activités de recherche. Mais il lui dit aussi quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. En 30 ans de service pénitentiaire, il avait rarement vu un agent faire preuve d'une telle intégrité. Il ne pouvait pas officiellement cautionner ce qu'elle avait fait, mais il comprenait pourquoi elle l'avait fait. Rebecca quitta cette réunion avec un mélange de soulagement et de terreur. Elle quittait un revenu stable, des avantages sociaux et une carrière qu'elle avait durement bâtie. Mais elle se dirigeait vers quelque chose qui lui semblait plus important que n'importe quel salaire, la chance de participer à une action qui pourrait réellement changer les choses. David la rencontra dans un café du centre-ville de Houston la semaine suivante. C'était étrange de le voir en civil, assis en face d'elle, sans barreaux, sans garde ni protocole institutionnel. Il paraissait plus âgé que ses 33 ans, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui n'était pas là en prison. De l'espoir, peut-être, ou de la détermination. Ils parlèrent pendant des heures de la fondation. David avait déjà contacté plusieurs hôpitaux et centres de recherche sur le cancer. Il avait discuté avec des avocats des exigences légales pour créer une association à but non lucratif.
Mais ce qu'il lui fallait, c'était quelqu'un qui comprenne les enquêtes, quelqu'un qui puisse aider à identifier les familles qui avaient besoin de soutien, quelqu'un qui sache naviguer dans le monde complexe des forces de l'ordre et des systèmes judiciaires qui laissaient souvent les familles seules et démunies. Rebecca s'est surprise à accepter avant même d'avoir pleinement assimilé ce qu'elle acceptait. Peut-être était-ce dû à la façon dont les yeux de David s'illuminaient lorsqu'il parlait d'aider d'autres familles à éviter ce que lui et Emma avaient vécu. Peut-être était-ce dû au fait qu'elle avait consacré toute sa carrière à servir la justice et que ce service lui semblait être la forme la plus pure qu'elle ait jamais rencontrée. Ils ont passé les 3 mois suivants à préparer le terrain. Rebecca a utilisé ses économies pour couvrir ses frais de subsistance pendant qu'il demandait le statut d'organisme à but non lucratif, élaborait les lignes directrices du programme et contactait des donateurs potentiels. David s'est investi dans le travail avec une intensité presque effrayante. Il veillait jusqu'à 3 heures du matin pour rechercher des possibilités de financement, rédiger des demandes de subventions et contacter des professionnels de la santé susceptibles de s'associer à eux. Rebecca s'inquiétait parfois pour lui. Elle voyait bien qu'il concentrait tout son chagrin concernant Emma dans ce projet, et se demandait s'il gérait ses émotions de manière saine. Mais elle reconnaissait aussi que la détermination était un puissant remède. Et David semblait puiser de la force dans l'idée que le souvenir de sa fille perdurerait à travers leur travail. La fondation Emma Chen a officiellement été lancée 6 mois après la sortie de prison de David. Leur premier cas est venu d'une assistante sociale de l'hôpital pour enfants. Maria Santos, mère célibataire, était au bord de la faillite alors qu'elle essayait de payer les traitements contre le cancer de son fils. Son ex-mari avait été arrêté pour trafic de drogue, la laissant seule pour tout gérer. Elle était submergée par les factures médicales, les démarches juridiques et la peur constante de perdre son enfant. Rebecca s'est rendue à l'appartement de Maria un samedi matin, apportant des provisions et un dossier rempli de ressources rassemblées par la fondation. Elle s'est assise à la table de la cuisine de Maria, l'aidant à organiser ses factures médicales et ses documents d'assurance, tandis que Carlos, 8 ans, jouait à des jeux vidéo sur une vieille tablette. Le garçon était maigre et pâle à cause de la chimiothérapie, mais son sourire rappelait fortement à Rebecca les photos d'Emma qu'elle avait vues. Le soir même, Rebecca a appelé David pour lui donner des nouvelles de la visite. Elle percevait l'émotion dans sa voix lorsqu'elle lui décrivait Carlos, comment il lui avait demandé si elle voulait voir ses dessins, comment il lui avait confié son désir de devenir médecin plus tard pour pouvoir aider d'autres enfants malades. David resta silencieux un long moment après qu'elle eut fini de parler. Puis il dit quelque chose qui fit comprendre à Rebecca la véritable profondeur de leur collaboration. Il lui dit que, pour la première fois depuis la mort d'Emma, il avait le sentiment de tenir sa promesse. Non pas celle de prouver son innocence, mais une promesse plus profonde, s'assurer que d'autres enfants n'aient pas à affronter seuls ce qu'elle avait affronté. L'année suivante, la fondation connut une croissance dépassant tout ce qu'ils avaient imaginé. Ils aidèrent des dizaines de familles à traverser le carrefour complexe des crises médicales et des problèmes juridiques. Ils apportèrent une aide financière pour les traitements, mirent les familles en contact avec des services juridiques bénévoles et créèrent des groupes de soutien où les parents pouvaient partager leurs expériences sans jugement. Rebecca découvrit qu'elle avait un don pour ce travail. Son expérience dans les forces de l'ordre lui permit de simplifier les démarches administratives et de défendre efficacement les familles confrontées à des services sociaux débordés. Son empathie naturelle faisait d'elle une personne à qui les parents confiaient leurs peurs les plus profondes et leurs besoins les plus désespérés. Elle se retrouva à travailler plus d'heures que jamais en tant que policière, mais se sentait plus épanouie qu'elle ne l'aurait jamais cru possible. David s'était transformé lui aussi. L'homme brisé qu'elle avait rencontré en prison était devenu un défenseur passionné, capable de s'adresser avec autant de compétences aux dirigeants d'entreprise qu'aux professionnels de la santé. Il témoigna devant les commissions législatives de l'État sur la nécessité de meilleurs systèmes de soutien pour les familles confrontées à une crise médicale. Il intervint lors de conférences sur la réforme de la justice pénale et l'importance des secondes chances. Mais ce sont les moments de calme qui comptaient le plus pour eux deux. L'appel téléphonique d'une mère dont le fils avait terminé son traitement avec succès.
La photo de remise de diplôme d'une adolescente qui avait vaincu le cancer tandis que son père purgeait une peine pour une erreur commise des années plus tôt. La lettre de remerciement d'une famille qui disait que la fondation les avait aidés à garder espoir alors que tout semblait perdu. Un soir, presque 2 ans jour pour jour après la libération de David, Rebecca travaillait tard au petit bureau de la fondation lorsque son téléphone sonna. C'était David, et sa voix exprimait une excitation qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Il venait de terminer un appel avec une grande société pharmaceutique qui souhaitait s'associer à la fondation pour un nouveau programme fournissant des médicaments gratuits aux enfants dont les familles n'avaient pas les moyens de les payer. En écoutant David décrire l'opportunité de partenariat, Rebecca réalisa qu'un événement marquant s'était produit. Ils avaient transformé les pires expériences de leur vie, son incarcération injustifiée et son exil professionnel en une expérience qui allait améliorer la vie d'autres personnes. Le dernier souhait de David s'était transformé en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait imaginé au début de leur collaboration. La petite fille qui n'avait jamais vu l'océan aidait désormais d'autres enfants à traverser leur propre tempête. Et le policier qui avait tout risqué pour aider un prisonnier découvrait que parfois, les lois les plus importantes sont celles écrites dans le cœur humain. Mais leur histoire était loin d'être terminée. Rebecca sentait que David construisait quelque chose d'encore plus grand, quelque chose qui mettrait à l'épreuve leurs engagements respectifs d'une manière qu'ils n'avaient pas encore imaginée. Ce quelque chose de plus grand allait arriver plus tôt qu'ils ne l'avaient prévu. 3 mois plus tard, Rebecca reçut un appel qui allait remettre en question tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Il provenait d'un inspecteur de Dallas, avec qui elle avait travaillé des années auparavant, lorsqu'elle était policière. La voix de l'inspecteur Rodriguez était tendue lorsqu'il lui expliqua la situation. Une enquête d'envergure avait révélé un réseau de corruption d'entreprises bien plus vaste que le cas initial de David. L'entreprise qui avait piégé David était désormais poursuivie au niveau fédéral pour avoir systématiquement dissimulé des violations de sécurité ayant entraîné des maladies graves et des décès. L'enquête avait révélé une pratique consistant à cibler les lanceurs d'alerte, à détruire des preuves et à utiliser leurs relations juridiques pour réduire au silence quiconque menaçait leurs activités. Mais un problème se posait. Plusieurs témoins clés avaient disparu ou refusé de témoigner. Terrifiés par l'influence de l'entreprise, les procureurs avaient besoin de quelqu'un qui comprenne ses méthodes, quelqu'un qui ait déjà prouvé sa capacité à s'opposer à des intérêts puissants. Ils avaient besoin que David témoigne, non seulement sur sa propre affaire, mais sur tout ce qu'il avait observé pendant son séjour au sein de l'entreprise. Rebecca percevait la peur dans la voix de David lorsqu'elle l'appela pour lui faire part de sa demande. Il avait passé 3 ans en prison à cause de ces personnes. Il avait perdu sa fille en luttant pour son innocence. Maintenant, il lui demandait de se remettre dans le collimateur des mêmes forces qui avaient détruit sa vie autrefois. La décision ne concernait pas seulement la sécurité de David. S'il témoignait, cela signifierait qu'il s'éloignerait de la fondation pendant sa période de croissance la plus critique. Cela signifierait revivre le traumatisme de sa condamnation, affronter des avocats hostiles qui chercheraient à le discréditer et mettre en péril tout ce qu'ils avaient bâti ensemble. Mais cela représentait aussi l'occasion d'éviter à d'autres familles de vivre ce qu'Emma et lui avaient enduré. Rebecca se retrouva dans une situation familière, tiraillée entre le choix prudent et le bon choix. Elle pouvait encourager David à se concentrer sur la fondation pour protéger leur bon travail et éviter le risque d'une nouvelle bataille juridique. Ou elle pouvait le soutenir dans un combat qui les dépassait tous les deux, un combat qui pourrait révéler un système de corruption qui avait détruit d'innombrables vies. Ils se retrouvèrent dans le petit parc où David se rendait souvent pour réfléchir, le même parc où il avait dispersé les cendres d'Emma après sa sortie de prison. Assis sur un banc, il regardait les enfants jouer sur les balançoires et les toboggans. Rebecca vit David se débattre avec la décision. Ses mains tremblaient légèrement, et elle reconnut les signes de quelqu'un qui revivait des souvenirs traumatisants. David lui raconta les cauchemars qui avaient recommencé depuis l'appel de l'inspecteur. Il décrivit les nuits blanches, se souvenant du sentiment d'impuissance totale face à la destruction systématique de sa vie par des gens qui ne le voyaient que comme un obstacle à leur profit. Il évoqua la culpabilité qu'il ressentait encore suite à la mort d'Emma,
se demandant si les choses auraient pu être différentes s'il avait été plus prudent et plus stratégique dans sa manière de dénoncer les agissements de l'entreprise. Mais la voix de David changea, devenant plus forte et plus déterminée. Il raconta à Rebecca une conversation qu'il avait eue avec Maria Santos la semaine précédente. Carlos, le fils de Maria, était désormais en rémission, en bonne santé et heureux, et impatient d'entrer au collège. Maria avait remercié David pour tout ce que la fondation avait fait pour sa famille. Mais elle avait aussi dit quelque chose qui l'avait marqué. Elle lui avait dit que le travail de la fondation était important, mais que le véritable cadeau qu'il lui avait offert était l'espoir. L'espoir qu'il existait encore des gens bien, que quelqu'un se battrait pour des familles comme la sienne quand elles ne pouvaient se défendre elles-mêmes. David regarda Rebecca et dit quelque chose qui lui fit comprendre la véritable valeur de l'homme avec qui elle avait choisi de s'associer. Il lui dit qu'Emma aurait voulu qu'il se batte, non seulement pour les autres enfants malades, mais pour toutes les familles confrontées à des ennemis puissants qu'elle ne pouvait vaincre seule. Il expliqua que témoigner ne visait pas seulement à obtenir justice pour ce qui lui était arrivé. Il s'agissait d'empêcher que de futurs Emma Chen perdent leurs parents à cause de la cupidité des entreprises et de la corruption systématique. Rebecca ressentit une sensation familière, la même qu'elle avait éprouvée dans la cellule de David 2 ans plus tôt, lorsqu'elle avait décidé de l'aider. C'était la prise de conscience que certains moments définissent qui l'on est et que reculer n'est pas vraiment envisageable quand on comprend les enjeux. Elle dit à David qu'elle soutiendrait sa décision, quelle qu'elle soit, tout en partageant son propre point de vue. Durant ses années dans les forces de l'ordre, elle avait vu trop de cas où les puissants échappaient aux conséquences tandis que les citoyens ordinaires payaient le prix de leurs crimes. Elle avait vu des familles détruites par des systèmes censés les protéger. Le témoignage de David pourrait être la clé pour briser un cycle de corruption qui régnait depuis des années. Plus important encore, Rebecca rappela à David quelque chose qu'il semblait avoir oublié dans sa peur. Il n'était plus l'homme qui avait été trahi 3 ans plus tôt. Il n'était plus seul. Il avait des alliés, des ressources et une tribune qui pouvaient amplifier sa voix d'une manière qui n'avait pas été possible lors de son premier procès. La fondation lui avait donné une crédibilité et des relations qui rendraient beaucoup plus difficile pour ses ennemis de le faire taire. David accepta de témoigner. Les mois précédant le procès furent intenses et épuisants. Rebecca se retrouva à la fois protectrice, avocate et soutien émotionnel de David. Elle coordonna les actions avec les procureurs fédéraux, aida David à se préparer au contre-interrogatoire et collabora avec des experts en sécurité pour assurer sa sécurité. Elle assura également le fonctionnement de la fondation, déléguant des responsabilités aux employés et aux bénévoles, tout en maintenant les programmes dont dépendaient des familles comme celle de Maria. Le procès lui-même fit sensation dans les médias. Jour après jour, David était à la barre des témoins, décrivant une culture de corruption qui privilégiait les profits aux vies humaines. Il témoigna de rapports de sécurité enterrés, d'employés licenciés pour avoir exprimé des inquiétudes, d'une tentative systématique de dissimulation de preuves de pratiques dangereuses qui avaient rendu malades et tué des consommateurs dans plusieurs États. Depuis la tribune, Rebecca observait David affronter les mêmes avocats qui avaient ruiné sa vie des années plus tôt. Mais cette fois, c'était différent. David était préparé, soutenu et armé de documents indiscutables. Lorsque les avocats de la défense ont tenté de le présenter comme un ancien employé mécontent en quête de vengeance, David a calmement souligné le travail de la fondation et a demandé pourquoi quelqu'un motivé par la vengeance consacrerait sa liberté à aider des enfants et des familles plutôt qu'à poursuivre son intérêt personnel. Le jury a délibéré pendant moins de 6 heures, prononcé des verdicts de culpabilité pour tous les chefs d'accusation majeurs, condamné les dirigeants qui avaient orchestré la dissimulation à des peines de prison et imposé des sanctions financières qui financeraient l'indemnisation des victimes et la surveillance de l'entreprise pour les années à venir. Mais pour Rebecca, la véritable victoire est survenue dans les semaines qui ont suivi le procès. Des appels téléphoniques d'autres lanceurs d'alerte qui avaient eu peur de se manifester, désormais encouragés par l'exemple de David. Des lettres de famille ayant perdu des êtres chers à cause de la négligence d'entreprise, les remerciant d'avoir prouvé que la justice était encore possible.
Des invitations d'autres organisations souhaitant s'associer à la Fondation pour étendre leur action à de nouvelles communautés et à de nouvelles causes. Debout dans le bureau de la Fondation, 6 mois après le procès, Rebecca a regardé le mur où étaient accrochées les photos de toutes les familles qu'elles avaient aidées. Des dizaines d'enfants souriants, des parents reconnaissants, des histoires de réussite nées des moments les plus sombres de la vie de ces familles. Au centre du mur se trouvait une photo d'Emma Chen, la petite fille qui n'avait jamais vu l'océan, mais dont le souvenir avait inspiré des vagues de changements qui continuaient de se propager. David apparut à ses côtés, suivant son regard vers la photo d'Emma. Il était différent de ce qu'il était un an plus tôt. La peur avait disparu, remplacée par une confiance tranquille, née de la certitude d'avoir trouvé sa raison d'être. Il expliqua à Rebecca qu'il envisageait d'étendre le travail de la Fondation, peut-être d'ouvrir des antennes dans d'autres États, ou de développer de nouveaux programmes pour répondre aux intersections entre crises médicales et problèmes juridiques dans les communautés défavorisées. Rebecca sourit, reconnaissant le ton de la voix de David. C'était le même qu'il avait utilisé lorsqu'il avait décrit pour la première fois son rêve d'aider d'autres familles à éviter ce qu'Emma et lui avait vécu. Mais désormais, ses rêves étaient soutenus par le poids de la réussite et les ressources nécessaires pour rendre possible des changements encore plus importants. Tandis qu'il se tenait là, à planifier l'avenir, Rebecca repensa au parcours qui les avait menés à ce moment. Elle avait commencé comme policière, essayant de faire justice au sein des systèmes établis. Puis elle était devenue agente pénitentiaire, œuvrant au maintien de l'ordre dans une institution défaillante. Finalement, elle avait trouvé sa vocation en tant que militante, opérant en dehors des structures traditionnelles, mettant ses compétences et son expérience au service de ceux qui n'avaient aucun recours. Le dernier souhait de David était simple dans son concept, mais profond dans ses implications. Il souhaitait que quelqu'un l'aide à prouver son innocence et à honorer la mémoire de sa fille. Mais pour exaucer ce souhait, Rebecca avait dû risquer tout ce pour quoi elle avait travaillé, sortir de sa zone de confort et découvrir des capacités qu'elle ignorait. La fondation prospérait, mais Rebecca savait que leur travail était loin d'être terminé. Chaque jour, de nouveaux appels de familles confrontées à des choix impossibles, de nouveaux témoignages de personnes coincées entre des crises médicales et des problèmes juridiques qu'elles ne pouvaient pas gérer seules. Chaque cas lui rappelait que le souhait initial de David s'était transformé en quelque chose de bien plus vaste, un engagement à faire en sorte qu'aucune famille n'ait à affronter ces difficultés sans soutien et sans défense. Chers téléspectateurs, parfois, exaucer le dernier souhait d'une personne est le début de quelque chose qui change d'innombrables vies. Rebecca Martinez pensait aider un homme innocent à laver son honneur et à honorer la mémoire de sa fille. Au lieu de cela, elle a découvert que la véritable justice ne se résume pas à suivre des règles ou à travailler dans le cadre de systèmes. Parfois, elle exige que les individus sortent de leur rôle, prennent des risques et se battent pour ce qui est juste, même lorsque les chances semblent insurmontables. Le dernier vœu de David Chen ne consistait pas seulement à prouver son innocence. Il s'agissait de transformer la douleur en but, de transformer une tragédie personnelle en force de changement positif et de faire en sorte que le rêve d'une petite fille de voir l'océan perdure à travers la vie d'autres enfants qui avaient besoin que quelqu'un se batte pour eux. Leur histoire nous rappelle que les promesses les plus importantes ne sont pas toujours celles que l'on fait aux vivants. Parfois, ce sont celles que l'on fait à des souvenirs, à des principes et à des avenirs que nous ne verrons peut-être jamais, mais que nous espérons rendre possibles pour d'autres.